J'ai sans doute dit à un moment, je me suis endormi avec un cœur de droite et réveillé avec un cœur de gauche. Ça m'a transformé politiquement, mentalement. Il a été élu 4 fois maire des 4e et 5e arrondissements. Il est aussi sénateur des Bouches-du-Rhône. Pour ce premier épisode de notre aparté politique, nous sommes avec Bruno Gilles, de ses relations avec Jean-Claude Gaudin, Renaud Muselier ou encore Martine Vassal, en passant par sa rupture avec la majorité municipale et bien sûr les grandes priorités de son projet pour les Marseillais, souvenirs, émotions, programme politique, rencontre. Bonjour Bruno Gilles. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour notre nouvelle émission L'Aparté politique, spéciale municipale 2020. Vous savez, dans cette première partie, on va dérouler le fil de votre histoire, de votre vie personnelle, professionnelle et politique. Et vous avez choisi de nous amener ici, au Parc Longchamp, parce que ça évoque de nombreux souvenirs de votre enfance. Oui, à l'époque, ça s'appelait d'ailleurs le jardin zoologique. Et c'est pour moi, effectivement, toute mon enfance. Et puis, c'est un lieu symbolique parce que ma mère a appris à marcher ici. Moi, j'ai appris à marcher ici. J'habite toujours, d'ailleurs, dans le quartier des Chutes-la-Vie. Donc, c'est tous ces souvenirs d'enfance, ces souvenirs même d'adolescence, parce que j'allais au lycée pas très loin. Et quand on taillait un peu les cours, on se retrouvait ici. Là, c'était l'éléphant. Là, c'était les fauves. Derrière nous, on a les cages à ours. Vous nous avez apporté une plaque qui était justement sur la façade du bar de vos parents. On va la montrer. Alors c'est une plaque déjà, on pourrait dire déjà très politique. C'est une plaque tout simplement de la SFIO, l'ancêtre du Parti Socialiste. Et vous voyez écrit dessus sous-section des Chutes-la-Vie. Le siège de la sous-section des Chutes-la-Vie était le bar tabac de mon grand-père. J'ai le souvenir quelquefois de réunions publiques assez tardives, assez enfumées, parce qu'à l'époque, bon, ça fumait, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Plusieurs fois d'ailleurs, Gaston Defferre est venu, on est dans les années 60-70, où le Parti Socialiste de l'époque était très anticommuniste. La droite votait pour Gaston Defferre parce qu'il était très anticommuniste. Et il y avait des affrontements très durs entre le Parti communiste français de l'époque et l'ex-SFIO qui était devenu après le Parti Socialiste. Alors, vous êtes un homme de droite, Bruno Gilles, alors que vous avez grandi avec un grand-père qui avait cette plaque là sur le bar. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'ai 18 ans, mon grand-père voulait absolument que je vote pour le député socialiste de notre quartier. Voilà. Alors, je ne suis pas passé à droite, disons que j'ai été surtout attiré, je suis tombé quasiment amoureux de la personnalité de Jacques Chirac. Je me souviens de ces images quand il y a la création du RPR avec Jacques Chirac, avec les bras ouverts, le V de la victoire, avec ses grosses lunettes, un masque de plongée quasiment. J'ai adhéré au Rassemblement pour la République pour les élections cantonales de mars 79. Le but, c'était d'amener Jacques Chirac à l'Élysée. Mais au départ, vous ne vous destiniez pas à une carrière politique, mais plutôt à une carrière médicale. Vous avez fait médecine, ensuite prothésiste dentaire, et ensuite de l'optique, et vous n'avez jamais pratiqué. Jamais. En fait, moi je passe mon bac dans un lycée public, le lycée Saint-Charles, pas très loin d'ailleurs d'ici, et on n'imagine pas à quel point à l'époque on était tenu, on était serré, pire qu'un lycée privé. Ben, vous vous retrouvez finalement, vous inscrivez dans une fac parce que j'avais envie, trop libre. Mais c'est ça, c'est-à-dire que le matin, vous ne pointez pas. Il n'y a personne qui vous demande de vous lever, de venir pointer. Je peux presque considérer que ma première année de médecine, c'est une année sabbatique. Franchement, je passe plus de temps à la cafétéria. Et donc je redouble et c'est une époque où effectivement on peut tripler. Donc je triple, mais c'est les plus belles années de ma vie parce que c'est des années d'insouciance, c'est des années beaucoup de sorties, je vais le reconnaître. Et après, effectivement, je me dirige vers des études de prothésiste dentaire. Et puis finalement, je décide de ne pas exercer et je rentre en fac d'optique à Saint-Jérôme. J'obtiens d'ailleurs mes diplômes d'opticien. Je peux exercer comme opticien et c'est l'été où j'ai ce grave accident de ski nautique. C'est en 1986, voilà, c'est un grave accident et ça bouleverse un petit peu votre vie finalement. Il y a un autre événement dans votre vie qui vous avez frôlé la mort, Bruno Gilles. Vous acceptez qu'on parle de cette transplantation cardiaque que vous avez reçue le 1er décembre 2017 ? Oui, j'accepte et même je dirais on doit en parler parce que c'est une opération très grave qui a très bien réussi. Je suis aujourd'hui en forme olympique et ça fait plaisir à beaucoup de mes amis, un peu moins à d'autres, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que j'ai frôlé la mort. Puis cette nuit entre le 31 novembre et le 1er décembre,
j'ai eu un cœur qui était compatible et donc le professeur Frédéric Collard, à qui je ne rendrai jamais assez hommage, m'a sauvé. C'est sans doute à ce moment-là que j'ai définitivement pris cette décision d'être candidat. Vous avez répondu aux questions de Christine François Kirch qui a écrit ce livre À tout cœur pour Marseille. Vous évoquez d'ailleurs ces événements, mais aussi votre parcours politique. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre ? Quand on est candidat à la deuxième ville de France, il n'y a pas de tabou, alors bien sûr qu'on garde un jardin secret personnel, familial, mais à un moment, on se doit aussi, quand on est un homme public, de dire les choses, de cacher peu de choses, sauf les choses qui sont vraiment très très personnelles. Est-ce que c'est vrai, Bruno Gilles, que vous avez dit que vous êtes endormi avec un cœur de droite et vous êtes réveillé avec un cœur de gauche ? C'est sans doute un peu vrai. D'ailleurs, j'ai fait l'erreur d'aller sur certains forums où on dit que selon le cœur qu'on vous greffe, ça peut vous changer à vous. Frédéric Collard m'a dit surtout pas, ne crois pas en tout ça, c'est pas vrai. Ça m'a transformé politiquement, mentalement. Je pense que je n'aurais jamais avant supporté ce que je supporte aujourd'hui de la part de personnes que je considérais comme des vrais amis politiques, des gens que j'ai servis. Et pour moi, le terme servir, il est noble, il est fort de voir aujourd'hui leur positionnement par rapport à moi. Et c'est vrai que ça m'a permis d'ouvrir les bras, de pouvoir avoir sur mes listes quelqu'un comme Richard Martin, un anarchiste, un saltimbanque. Mais c'est extraordinaire. Et oui, je pense qu'avant ma grève de cœur, peut-être je n'y serais pas arrivé. J'ai un petit cadeau pour vous, Bruno Gilles. Je ne sais pas si ça va vous faire plaisir ou non. Vous allez me dire ce que ça vous évoque. Je me doute bien que cette œuf de Pâques en chocolat, c'est un clin d'œil de votre part à cette journée dramatique, ce 5 novembre de 2018, le drame de la rue d'Aubagne. Et ce qu'on a reproché à certains de mes anciens amis politiques, ce soir-là, de ne pas avoir pris peut-être le recul nécessaire d'une dramatique journée et soirée pour annuler ce qui était un rendez-vous festif, un rendez-vous culinaire, ce qu'on a appelé ensuite la soirée chocolat des 6e et 8e arrondissements. Je pense que c'était ça qu'il fallait que j'y voie. Alors, ça évoque aussi que Jean-Claude Gaudin, à chaque Noël, vous offre une boîte en chocolat. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Jean-Claude Gaudin ? C'est un peu... Je vais garder le bon aussi. Je vais garder le bon et ses souvenirs. Il n'y a pas une période pré-vacances de Noël où le cabinet du maire me téléphonait pour me dire « Tiens, le maire veut te voir avant les vacances ». Et régulièrement, il me faisait soit un cadeau personnel, c'était une boîte de chocolat, soit un cadeau pour mes enfants. Un livre de Marseille. Un livre de Marseille. Alors bon, il me pardonne, mais j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup. Parfois les mêmes, mais écoutez, c'est une belle collection. Est-ce que vous vous parlez encore ? Avec le maire, oui. Oui, je vais vous faire une confidence, je l'ai dit à aucun média. Le maire m'a fait passer un petit mot après le dernier conseil municipal, dans lequel d'abord il me remerciait d'être présent, et puis il me remerciait pour le communiqué de presse que j'avais fait à la sortie du conseil municipal, parce qu'il fallait bien sûr marquer politiquement, prendre acte de ce dernier conseil municipal. Je n'ai pas dit plus ou moins d'ailleurs que ce qu'a dit l'opposition. Le chef de l'opposition de gauche, Benoît Payan, a fait... une intervention plutôt remarquée, plutôt sympathique. Vous avez trouvé ça normal que l'opposition, justement, parce que ce jour-là, c'est un moment d'histoire. Oui. C'est le dernier conseil municipal du maire, ça fait 25 ans qu'il est maire. On est sur l'homme qui a donné toute sa vie à la ville. Après, il y a le côté obscur de la force, moi qui adore Star Wars. Mais ce jour-là, c'était pas le jour où il fallait critiquer. Je ne m'attendais pas à ce petit mot, mais ce petit mot, il était là, presque pour dire, voilà, j'ai choisi quelqu'un d'autre, je vais soutenir quelqu'un d'autre, donc je vais être contre toi politiquement. Mais malgré tout, voilà, je sais tout ce que tu as fait pour notre majorité municipale. D'ailleurs, on vous a vu beaucoup discuter avec Yves Morenne pendant ce conseil municipal. Oui, on m'a vu beaucoup discuter avec Yves Morenne parce que je trouvais que c'était indécent à un moment de faire une nomination d'un de nos conseillers municipaux dont on avait le matin appris qu'il était propriétaire d'un logement, pas d'un logement insalubre, mais qu'en fait, qu'il avait racheté. Voilà, il y avait de toute façon un problème là-dessus. Et d'ailleurs, certains ont continué à voter le rapport sans savoir qu'on avait changé ce nom-là par la maire des 1er et 7e arrondissements. Et elle a refusé aussi. Oui, voilà. Il paraît. Vous n'avez pas encore été maire de Marseille, mais vous avez été 4 fois maire de secteur sous l'étiquette des Républicains. Il y a toute votre histoire dans votre bureau, il y a des photos, des articles de presse, mais il y a aussi de nombreux Tintins, parce que vous êtes un collectionneur, des Tintins qui viennent du monde entier.
Et il y en a un qui a une histoire assez particulière et que vous avez aussi choisi de nous apporter aujourd'hui. On voit qu'il a vécu. Celui-là a une histoire particulière, c'est une présidente d'association que j'ai connue lorsque j'étais député, avec qui nous avons beaucoup sympathisé. Elle avait un petit garçon qui était très malade, qui était atteint du cancer, et souvent elle est venue me voir avec son fils et ce doudou. Et quand son petit est mort, elle est revenue me voir et elle m'a offert ce doudou, en me disant il sera mieux chez toi que chez nous, et je sais que tu en prendras bien soin. Et c'est vrai que, affectivement, c'est pour moi le plus beau de mes Tintins. Voilà. C'est surtout, finalement, le symbole de la relation d'un élu. Et je dirais une relation finalement amicale, affective. Franchement, j'en suis fier. C'est peut-être ce qui explique aussi cette longévité. J'ai été élu et réélu 4 fois. Personne n'a été élu et réélu 4 fois dans les mairies de secteur. Personne. Ni à Marseille, ni à Paris, ni à Lyon. Voilà, il y a eu un lien différent. Voilà, et ce doudou en est un témoignage important. On va conclure cette première séquence avec la séquence miroir. Vous regardez, vous dites simplement ce que vous voyez. Je vois Bruno Gilles, et derrière Bruno Gilles, je vois les arbres, l'espace vert du parc Longchamp, mais à travers l'espace vert du parc Longchamp, je vois toute une vie qui a défilé. Quand j'apprenais à marcher ici, je ne me doutais pas qu'un jour je serais candidat pour être maire de cette ville. Donc c'est un chemin parcouru avec beaucoup de modestie et d'humilité qui me permet d'avoir aussi un peu de fierté. Et je vois peut-être dans ce miroir, oui, celui qui sera peut-être le maire à plein temps de cette ville, celui qui acceptera encore de faire beaucoup de sacrifices pour cette ville. Qui sait? On passe à la deuxième partie de cette émission, son et images. Là, vous aviez le choix d'une photo et d'un son, et vous avez choisi en l'occurrence une musique. On va l'écouter tout de suite. Oui, c'est Coq Robin, mais j'aurais pu aussi vous choisir Sade, Swing Out Sister, Supertramp, Eagles, toutes ces musiques des années 80-90. C'est des années où à la fois il y a de la belle musique dans ce qu'on appelait nous à l'époque les boîtes de nuit, les discothèques, et puis de la bonne musique à la radio. Et tous ces groupes, c'est des bons souvenirs pour moi. On va passer maintenant à l'image que vous avez sélectionnée. C'est une très ancienne photo. Dites-nous qui on voit sur cette photo et où vous êtes. Alors, on est au Palais Longchamp, ça c'est le hasard. C'est au moment où on va livrer le tramway et on choisit, avant la livraison du tramway, de mettre pour la première fois à Marseille des vélos en libre service. Tout le monde nous dit, mais ça ne marchera pas, vous allez tous vous les faire piquer. À l'époque, celui qui est premier adjoint au maire et qui a cette délégation, c'est Renaud Muselier. Donc après, le deuxième symbole dans le choix de cette photo, c'est nos belles années. Quelles sont les personnalités qui figurent sur cette photo? Il y a Renaud Muselier, c'est lui qui porte ce dossier. Et puis moi, bien évidemment, avec un vélo aux côtés de Martine Vassal. Voilà, donc le double symbole, vous l'avez compris, c'est ça. C'est la réussite de Marseille, avec l'arrivée du tramway et les vélos en libre service. Et puis nos belles années d'union. On va passer maintenant donc au son de la rédaction. On a choisi une musique, mais je vous laisse écouter. Comme il y a eu Gainsbourg et Gainsbar, il y a le Renault et le renard. Le Renault ne boit que de l'eau, le renard carbure au Ricard. Un côté blanc, un côté noir, personne. Alors le Renault, l'artiste, le Renault, finalement, mon ami. Votre frère même, vous Mon le dites. frère, oui. Mon frère en politique, le duo de légende, comme l'avait dit une ancienne consoeur à vous, Marjorie Chouraki, en 2012, quand Renault a été battu aux élections législatives et qu'il a quitté à l'époque la vie politique, il avait même décidé de la quitter définitivement. J'ai versé quasiment toutes les larmes de mon corps pour vous dire l'attachement qui est le mien d'ailleurs toujours à Renault. Comment vous avez pris ces dernières déclarations de soutien à Martine Vassal?
Pas bien, d'abord parce que je l'ai appris par une alerte au Sénat sur mon portable. Et que le lundi soir, j'étais au vœu de la région aux côtés de Renaud. Rien ne laissait présager qu'il allait faire ce choix. Tout le monde savait bien qu'il me soutenait. Depuis des mois, tout le monde savait bien qu'il avait été très critique envers Martine Lassalle. C'est une surprise qui m'a blessé, qui m'a fait du mal. D'ailleurs, je dirais, plus affectivement que politiquement. Moi, je n'ai pas perdu un militant, je n'ai pas perdu un élu, je n'ai pas perdu un candidat. Mais est-ce que ça veut dire, dans le fond, que l'amitié en politique, ça existe ? Allez, je vais oser un terme très dur, très vulgaire, des saloperies, j'en ai vu. Des gens s'adorer, puis s'humilier, se haïr. J'ai vu des gens se haïr, puis après s'adorer. Je me regardais tout à l'heure dans ce miroir et j'aurais pu rajouter, je vois finalement quelqu'un qui peut continuer à se regarder tous les jours dans la glace. J'ai trahi personne, j'ai craché sur personne, j'ai servi tout le monde. J'ai été éternellement numéro 2, ça m'a jamais gêné. Je vois qu'aujourd'hui, c'est tellement différent. Pour prolonger, mais jamais 203, dit le proverbe. Gaudin, vassal, muselier. Pour prolonger ce que vous dites, je vais vous faire écouter une séquence vidéo enregistrée au moment de votre déclaration de candidature. Vous êtes déclaré le 13 septembre 2018 et voilà ce que vous disiez. D'abord, le terme légitimité, il est fort. Il est à mon avis d'ailleurs plus fort que soutien, parce qu'on peut soutenir quelqu'un qui n'est pas légitime. C'est la légitimité, bien sûr, d'un responsable politique, mais ce n'est pas que les LR qui vont nous permettre demain d'être élus en mars 2020. C'est la légitimité aussi de quelqu'un qui est parlementaire, qui a défendu Marseille à l'Assemblée nationale, puis au Sénat avec Jean-Claude Gaudin. Il faut qu'il y ait une équipe, il faut qu'il y ait du monde qui soit derrière Bruno. Il faut qu'il y ait cette union, et de toute façon, sans union, inutile d'aller aux élections municipales au mois de mars. Légitimité, il faut faire l'union. Inutile d'aller aux élections municipales si on ne fait pas l'union. Je vous redirai exactement la même chose. Moi, je pense que la légitimité, je l'ai. Deuxièmement, il faut une équipe. Moi, je pense avoir bâti une réelle équipe. Ce rassemblement qui a dépassé les partis politiques. Je disais d'ailleurs, ce n'est pas en étant uniquement soutenu par les LR qu'on sera maire de Marseille. Écoutez, il y a effectivement une candidature qui est une candidature de clan, de système, j'ose le taire, et puis une candidature beaucoup plus ouverte qui est la mienne. Est-ce que ça vous a libéré d'une certaine manière de vous affranchir de votre parti politique, les Républicains, que vous avez quitté pratiquement une semaine après la non-investiture du coup? Le premier terme qui m'est venu, c'est libre. Et d'ailleurs, j'ai posté une photo en mettant libre, toi, petit point. Ça m'a libéré d'un poids et comme je vous le disais tout à l'heure, sans haine. Vous avez gardé vos cartes d'adhésion? Je les ai gardées et je les garderai parce que c'est du symbole, c'est de l'affect. Vous voyez ici, c'est la première carte du Rassemblement pour la République. Donc c'est là où je décide de faire de la politique. Moi je commence à 79 avec cette carte du RPR. Puis ensuite on passe à l'UMP, donc c'est ce qu'a voulu Chirac. Puis il y a les Républicains. Celle-là elle est symbolique parce que c'est les Républicains avec membres fondateurs, donc tous ceux qui sont parmi les premiers adhérents qui ont des responsabilités, ils ont cette carte de membre fondateur. Et puis il y a la dernière qui est un autre symbole, c'est ma dernière carte. Celle-là, c'est les Républicains 2019. Et celle-là, c'est vrai que symboliquement, je peux la couper. En tout cas, moralement, celle-là, je la coupe parce que c'est sans doute celle qui m'a fait finalement le plus mal. Donc celle-là, je l'oublierai sans regret. Sans regret. Bruno Gilles, dans cette partie, on va aborder la programmatique de votre projet pour Marseille. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être maire de Marseille et surtout être un maire à plein temps? Il faut un maire à 100%, il faut un maire qui est complètement dans la résolution des problèmes des Marseillaises et des Marseillais. On ne peut plus, comme on l'a connu, être maire de Marseille, être président de la métropole, s'occuper en même temps du département, parce que même si demain le département est présidé par une autre personne, bien Martine Lassalle, on va la citer, aura automatiquement une préoccupation sur le département. Marseille mérite un maire à plein temps. C'est la deuxième ville de France. Il y a énormément de choses à faire. Il y a les problèmes des équipements publics, des écoles, du logement insalubre, de la sécurité, des incivilités, et qui en même temps doit préparer aussi, par exemple, les Jeux Olympiques de 2024. Ce rendez-vous, il est important. Il faut préparer ça. Peut-être que les Marseillais, effectivement, ont d'autres préoccupations. Vous le dites, les fléaux à Marseille, c'est ces nombreuses incivilités quotidiennes, c'est aussi l'énorme problème de propreté. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, si vous êtes élu,
pour ces questions-là? Il faut augmenter les effectifs de la police municipale. Tout le monde est d'accord, mais il faut les augmenter de façon réaliste, de façon financière et techniquement gérable. Aujourd'hui, il y a 450 policiers municipaux. Moi, je veux passer à 1000. 1000, ça veut dire 3 bases, une centre, une sud, une nord. Ça veut dire des effectifs de police municipale mis à disposition aussi des mairies de secteur. Qui mieux que les maires de secteur connaissent la proximité de leur quartier. Ensuite, il faut une police municipale qui ait des spécificités, une police municipale des chantiers, une police municipale de l'environnement, une police municipale du logement, puisque dans le cadre de la loi que j'avais déposée au Sénat et qui a été votée à l'unanimité, on crée ce pouvoir de police du logement pour le maire de Marseille. Prenez quelquefois des sociétés de déménagement, des sociétés qui montent des échafaudages pour faire des ravalements de façade. Quand ils sont à Aix, ils demandent des autorisations. Ils demandent des arrêtés municipaux pour être dans les règles. Ils viennent ici à Marseille, ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que c'est Marseille. Non, non, c'est pas Marseille. Marseille, c'est la deuxième ville de France. Moi, je veux qu'on soit considéré. Je veux que l'État, mais qu'aussi les entreprises locales nous considèrent. Moi, je souhaite qu'avec la police municipale du maire, qui est payée par les impôts des Marseillais, on ait des résultats rapidement. Alors vous parlez d'impôts, justement, comment vous comptez faire des économies pour pouvoir investir dans des nouvelles infrastructures, des équipements, justement aussi cette police municipale, l'augmentation de cette police municipale? Il y a le budget de fonctionnement et il y a le budget d'investissement. Ça, quand on parle personnel municipal, on est sur le budget de fonctionnement, c'est plus de la moitié du budget de la ville, plus de 8200 fonctionnaires municipaux. Il faut avoir le courage de dire il y a aujourd'hui des compétences qui ne sont plus des compétences de la ville. Il va falloir petit à petit s'en séparer, il va falloir peut-être les mutualiser. Comme lesquelles? Avec une partie de l'économie. Et l'économie, c'est plus aujourd'hui une compétence directe de la ville de Marseille. Donc il faut savoir travailler, mutualiser peut-être nos forces avec la métropole. Moi, je suis très favorable au guichet unique en termes d'économie à la région. Et dans ces cas-là, on n'est pas obligé de conserver des services aujourd'hui qui sont très importants. Et on peut comme ça lister toute une série de compétences qui ne sont plus des compétences obligatoires de la ville de Marseille et qui nous coûtent beaucoup de personnel alors qu'on en a effectivement besoin dans la police municipale, dans les écoles, dans les services des espaces verts. Il faut un vrai audit de personnel, savoir est-ce qu'on a vraiment toutes les bonnes personnes aux bonnes places. Il va falloir revoir toute la dette. On dépense beaucoup d'argent pour essayer d'épurer la dette et demain on aura besoin, si on ne veut pas augmenter les impôts, on aura besoin de dire la vérité aux Français et de dire qu'à un moment, pour un plan école, aux Marseillais, pardon, mais peut-être aux Français aussi, il faudra dire la vérité sur, par exemple, la possibilité de faire un emprunt pour les travaux dans les écoles. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, le budget d'investissement de la ville, c'est 250 millions d'euros. Et 50 millions d'euros qui sont tous les ans affectés pour les travaux dans les écoles. Avec 50 millions d'euros, vous ne referez pas les 50 écoles qu'il faut reconstruire partiellement ou totalement, les 2 groupes scolaires qu'il va falloir construire tous les ans. Moi, j'ai déjà discuté avec la Caisse des dépôts et de consignation. Il faut faire un emprunt, mais sur 40 ans. Parce qu'une école, elle est amortissable sur 40 ans. On a fait, nous, à Marseille, je pense, des choix d'investissement trop courts. À un moment, il faut faire des choix à plus long terme. Et je pense que ça, c'est l'honnêteté politique de dire aux Marseillaises et aux Marseillais, si vous voulez qu'on fasse des efforts sur ces écoles-là, eh bien, il va falloir qu'on fasse un emprunt. Vous parlez d'honnêteté, vous avez fait l'un de vos piliers dans votre projet municipal, la question de la gouvernance. Moi, je souhaite que tous les candidats de mes listes, et donc tous les futurs élus, signent la charte de l'éthique, pour rappeler à quel point il y a de l'éthique dans un investissement politique. Mais il va falloir surtout beaucoup plus de démocratie. Moi, je souhaite qu'on mette en place des comités, des conseils extra-municipaux, par exemple dans l'aménagement du territoire, par exemple dans l'aménagement d'équipements publics. Je pense qu'il va falloir que toute l'année, pendant les 6 ans de mandat, on s'appuie sur des forces extérieures. On ne peut pas dire j'ai été élu et je fais ce que je veux pendant 6 ans. Il faut régulièrement, tous les ans, rendre acte de ce qui a été fait dans chacune des délégations. C'est l'évaluation tout simplement des politiques publiques qui se font au niveau national. Il faut le faire au niveau local. Il faut par exemple un budget participatif. Certains en parlent. Moi, je l'ai annoncé déjà depuis des mois et des mois. On a copié simplement sur ce qui se fait à Paris. Il y aura des projets qui remonteront des mairies de secteur. Et puis après, il y aura un projet qui sera retenu et qui sera réalisé par la mairie centrale pour bien montrer que les citoyens ont le droit de donner leur avis tout au long des 6 ans du mandat. Vous parlez quand même de transparence, mais vous faites quand même partie de la majorité municipale LR. Donc quand même, quand on se dit Bruno Gilles parle de transparence, ça pose question. Moi, j'ai été maire de secteur. Donc moi, j'assume ma gestion pendant 4 mandats de ma mairie de secteur.
où honnêtement, au niveau de la gouvernance, je pense que j'ai pas à rougir. Au niveau de la transparence, j'ai pas à rougir. Au niveau de l'éthique, j'ai pas à rougir. Après, il y a le bilan de la mairie centrale. Bon, moi, je vous ai jamais dit qu'il faut tout jeter. Simplement, je dis, moi, j'ai des différences. Je les exprime comme je les exprimais, vous savez, avant d'être candidat. Moi, j'avais un désaccord sur le PPP dans les écoles, je l'ai exprimé. J'avais un désaccord sur la vente ou pas la vente du stade Vélodrome, je l'ai exprimé. À partir du mois de novembre 2018, après le 5 novembre, après le drame de la rue d'Aubagne, j'ai exprimé des sacrées différences. Oui, rappelez-vous, tout le monde l'a reconnu. J'étais le seul à avoir présenté mes excuses. Sous les ricanements. C'était un moment symbolique aussi d'une partie de ma rupture avec certains de la majorité municipale. Mais qu'est-ce qui me reste de commun avec certains là? Enfin, tout le monde aurait dû présenter ses excuses, tout le monde. Alors on parle d'espace vert aussi. Dans tous les programmes, il y a, ce sont des programmes qui ont eu cette note de vert, touche parfois ou plus importante sur d'autres. Vous, qu'est-ce qui vous différencie par exemple de Sébastien Barle, estampillé Rock Écologie Les Verts dans votre programme? Moi, je suis sur des mesures assez symboliques aussi, c'est-à-dire dire on va planter des arbres, beaucoup, 25 000 et 25 000 supplémentaires par la région, ça veut dire planter 50 000 arbres sur le domaine public. Domaine public, ça veut dire aussi les cours d'école, les cours de crèche, les cours des maisons de quartier, les cours des centres aérés. Ça veut dire aussi négocier avec les promoteurs. Il n'y a rien dans la loi, rien dans le PLUI, il n'y a rien pour obliger les promoteurs. Mais à un moment, là aussi, il faut leur dire, voilà, vous investissez à Marseille, c'est votre business, ok. Mais à un moment, faites des efforts, faites des murs végétalisés, faites des toits terrasses, faites des petits jardins. Il y a peu de choses qui peuvent nous différencier avec les écologistes, sauf que nous, on y va peut-être un petit peu plus progressivement. On tape un petit peu moins fort. Voilà, le problème des bateaux de croisière avec toute cette pollution, je trouve dommage que la ville de Marseille ne se soit pas emparée de ce dossier. C'est Muselier qui s'en est emparé en tant que président de la région. Et en tant que maire, comment vous pouvez travailler justement avec le port de Marseille? Depuis tout temps, le maire ne siège pas au conseil d'administration, puis après au conseil de surveillance. Moi, je veux demander la présidence du port. Oui. C'est au maire d'être président, comme d'ailleurs ça se fait dans toutes les autres villes où il y a des ports. Parce qu'un maire en plein temps, il peut présider le port, il peut présider Euroméditerranée, il peut présider l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. C'est le rôle aussi du maire. Le port, il appartient à l'État, donc un peu à Macron. Eh bien moi, écoutez, si je suis élu, moi je monterai voir le président de la République pour lui dire arrêtez de dire que vous aimez l'OM, que vous aimez Marseille, prouvez-nous-le financièrement, prouvez-nous-le en nous permettant de mettre en place des projets. Vous avez envie aussi de faire revenir le salon nautique à Marseille. Il a lieu à La Ciotat chaque année. Pourquoi? Aujourd'hui, tous les professionnels, personne ne pourra me démentir sur ça. On sait très bien que le salon nautique à La Ciotat, il sert le Var, il sert Toulon, parce que la plupart des professionnels, ils viennent du Var, la plupart des acheteurs, ils viennent du Var. Et en fait, ça ne sert pas les intérêts de Marseille. Mais moi, je vais être le maire de Marseille. Et ramener le salon nautique à Marseille, ça veut dire recréer une vraie industrie nautique à Marseille. Ça veut dire faire venir régulièrement des grandes marques. Ça veut dire s'orienter vers la réparation navale à la fois de petits bateaux et de yachts de grande dimension. Moi, j'enlève pas, entre guillemets, le pain de la bouche des Ciotadins. Moi, je veux simplement que ce qui se fait à La Ciotat, mais on puisse le continuer ici. Vous voulez également installer une zone franche urbaine en centre-ville pour faire revenir l'activité grâce à des aides, mais aussi des subventions cumulatives. Qu'est-ce que ça veut dire là encore? Ça veut dire que si on veut résoudre le problème du centre-ville qui nous a explosé à la tête après le drame de la rue d'Aubagne, il ne faut pas simplement repeindre les façades, piétoniser et planter 4 arbres. Il y a des gens qui habitent là. Et quand on a discuté avec des personnes qui ont été délogées, la plupart vous disent « mais moi je veux revenir habiter le centre-ville ». L'effort il doit être à la fois sur le logement, il faudra construire du logement social de qualité, parce qu'on a eu du logement social de très mauvaise qualité avec cet habitat dégradé qui de fait était du logement social avec des marchands de sommeil. Et puis il faut faire revenir de l'activité. Faire revenir de l'activité, c'est un peu comme on avait fait à l'époque sur le secteur nord. C'est la création d'une zone franche urbaine. Ça a été évoqué. Ça, c'est une aide un peu de l'État. Le but, c'est pas de dire j'ai une zone franche urbaine pour des dizaines d'années. C'est un peu l'effet starter. C'est dire je fais revenir du commerce, je fais revenir des professions libérales. Je donne un petit coup de starter avec des aides de l'État qui pourraient d'ailleurs cumulatives avec des aides des collectivités locales, la région et le département en particulier, pour ramener de l'activité et de la vie. Il faut construire quelque chose qui correspond à tous ceux qui étaient là avant. Il y avait quoi là? Il y avait de l'accession à la propriété, il y avait du locatif libre, et il y avait du logement social. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire dans le centre-ville. Et à l'endroit où il y a eu le drame de la rue d'Aubagne, il faut qu'il y ait un bailleur social, je pense que ça serait bien que ça soit un bailleur social, qui construise de l'accession à la propriété sociale, qui construise du locatif libre, qui construise du logement social traditionnel et une pension de famille.
C'est redevenu très à la mode. C'est ça la réussite du centre-ville. Pour clôturer cette partie, vous le savez, on a la question d'un autre candidat et c'est Yvon Berland qui vous pose cette question. Bruno, bonjour. Tu sais que dans mon programme, j'ai prévu la gratuité des transports pour les bénéficiaires des minima sociaux, pour les retraités, pour les moins de 25 ans, pour les demandeurs d'emploi. Qu'en penses-tu ? J'en pense que du bien. Et je vais vous dire pourquoi j'en pense que du bien. Tout simplement parce que nous travaillons avec Robert Assante, l'ancien maire des 11e et 12e arrondissements qui pourrait le redevenir. On travaille beaucoup avec le pays d'Aubagne. Et vous savez qu'à Aubagne, le tramway, il est gratuit. Et que dans un de nos projets, on va essayer de présenter la possibilité de raccorder le tramway d'Aubagne avec son prolongement par la vallée de l'Uvonne pour venir se connecter au tramway de Marseille Intramuros. Ce qui veut dire qu'on va être devant un dilemme. Là-bas, le tramway il est gratuit, et puis d'un coup, il devient payant chez nous. Pour trouver ce juste milieu, je pense que la proposition d'Yvon Berland est une proposition effectivement à retenir. D'ailleurs, c'était, je vous dis, une des propositions de Robert Assante sur les 11e et 12e arrondissements. Très bien. Dernière séquence de notre émission politique, la désinterview politique. Donc vous répondez rapidement avec une phrase. La première question, le projet politique sur lequel il faut revenir à Marseille. L'extension du parc Borély qu'on a voté au conseil municipal. Si je vous dis clientélisme, c'est pour vous abus, intérêt ou époque révolue. Époque révolue. Syndicalisme et FO, pour vous c'est gestion, cogestion ou congestion. Gestion à revoir. Villa Valmer, faute politique ou projet réfléchi. Faute politique en partie. Politiquement, vous pourriez être plus proche des idées de Sébastien Barle ou celle d'Yvon Berland. Berland. Vous êtes plutôt IAM ou Massilia Sound System? Massilia Sound System. Votre première action en tant que maire de Marseille? Enlever les barrières autour de la mairie. C'est la maison du peuple, ça ne doit pas être un bunker. Et si vous n'étiez pas maire? Retrouver un petit bureau à la mairie des 4e et 5e arrondissements pour continuer à travailler quand même au moins pour les habitants des 4e et 5e arrondissements. Pour séduire les électeurs avec votre projet, maintenant c'est à vous de jouer, vous avez 1 minute pour les convaincre. Je suis candidat depuis plus de 16 mois. Depuis 16 mois, j'ai rencontré des milliers de Marseillaises et de Marseillais. J'ai pu les écouter, je pense les avoir compris. Ils m'ont parlé de beaucoup de choses, de leur quotidien, de leur vécu, des problèmes d'insécurité, d'environnement, d'école, d'équipement public, de logement insalubre, de beaucoup de choses. J'ai senti chez eux beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie. Et j'ai bien compris que cette élection municipale est importante pour eux. J'ai bien compris qu'ils voulaient un maire à plein temps, 100% concerné par la gestion municipale. J'ai pris beaucoup d'engagement sur cette envie d'être le maire de Marseille, uniquement concentré sur les problèmes des Marseillaises et des Marseillais. J'ai été 4 fois élu et réélu maire des 4e et 5e arrondissements. J'ai cette expérience, j'ai cette volonté, j'ai l'envie. Donc j'espère que je pourrai demain être le futur maire de Marseille.